Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Ce soir, vous ne venez pas juste à un podcast. Vous y participez, vous le faites vivre, vous le transformez. Faut l'ouvrir, madame. C'est un espace libre, drôle, sans détour. C'est un micro tendu aux expériences souvent réduites au silence. Après des semaines à parler de nos corps, des douleurs, des joies et des luttes, les trois voix derrière Faut l'ouvrir, madame sortent des studios et entrent sur scène. Pour commencer, et je vais vous demander de les accueillir tout aussi chaleureusement, on va commencer par celle qui n'a pas peur de dire les choses comme elles sont. Elle est sage-femme, elle est sénégalaise, elle connaît le terrain et elle tient à ce que chaque femme soit informée et puisse faire le bon choix. Je vous demande d'applaudir chaleureusement. Elle l'ouvre toujours avec précision, Fatoumata. Ensuite, elle est jeune, burkinabé, elle questionne tout, même quand ça secoue. Elle porte les voix des filles, de celles qui ne sont pas encore mères, mais déjà concernées. Elle l'ouvre avec douceur et feu à la fois. Voici Faouzia. Et enfin, ivoirienne, 3 fois mère, battante, toujours celle qui dit tout haut ce que l'on vous empêche de penser tout bas. Elle l'ouvre avec tendresse, fermeté et conviction. Faites un tonnerre d'applaudissements pour Yasmine. Bienvenue dans Faut l'ouvrir, madame, le podcast où on parle de nos corps, de nos douleurs et de tout ce qu'on ne nous a jamais vraiment dit. Alors ce soir, c'est le dernier épisode. C'est passé si vite et bien sûr, je suis avec Faouzia et Fatoumata, mais je suis très ravie d'avoir avec nous un public parce que on a parlé entre nous durant tous ces épisodes. Mais aujourd'hui, on va parler ensemble. On va aller encore plus loin. Parce que nos conversations, c'est pour plus que nous. C'est pour aller au-delà des plateformes. C'est pour échanger avec vous. Alors, durant cette saison, on s'est attaqué à ce qui se passe dans le corps d'une femme. Tous ces changements-là qu'on subit en tant que jeune femme, auxquels on n'est pas forcément préparé. Des phases importantes comme la menstruation, par exemple, la grossesse ou l'accouchement. À travers des épisodes comme l'épisode 1. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller regarder ceux qui n'ont pas encore vu. C'est d'ailleurs l'un des épisodes dans lequel je me suis plus retrouvée. On a parlé de la menstruation. On a parlé aussi de la grossesse dans l'épisode 3 ou de l'accouchement à quand on doit être accueilli alors que l'on tente vraiment de survivre. Donc on s'est attaché à tout ça. On s'est attaqué aussi à ces sujets-là. On a parlé de notamment le vaginisme, par exemple. Tu te souviens de l'anecdote que tu nous as laissée qui nous avait un peu choqués. Je suis sûre qu'il y a des gens dans ce public aussi qui ont été choqués. En gros, on a parlé de ces sujets-là qu'on est censé taire dans le secret. Et c'est là l'objectif de Faut l'ouvrir, madame, au final. J'aimerais bien savoir, avant que vous également, vous, je peux commencer par Faouzia. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a vraiment touché par rapport à tous ces épisodes qu'on a partagés, que ce soit les histoires qu'on a entendues, les témoignages, ou même ce que tu as vraiment ressenti, ou tout simplement l'expérience. Parce que quand même, on est restés de longs moments ensemble, de longs mois de tournage. Donc, quelles sont vraiment tes impressions après tout ça? Qu'est-ce qui a changé en toi? Et qu'est-ce que tu voudrais vraiment poursuivre? J'aime bien te le dire. Et moi, j'adore être allée. J'adore pouvoir parler de ces sujets-là avec vous parce que je n'ai pas vraiment l'occasion d'en parler. Je vous ai dit tout le temps que je suis un peu la copine coincée qui ne parle pas forcément de sexualité. Et il faut dire que ça a changé ma perspective dans le sens où je me suis rendu compte que parler, ce n'est pas être vulgaire, mais parfois on peut parler pour s'auto-éduquer soi-même, pour apprendre pour soi-même et pour les générations à venir. Comme j'ai dit tout à l'heure et tout. Et certes, il y a des passages qui m'ont assez choquée, mais j'ai aimé apprendre des choses, par exemple, sur la nécessité de traiter l'infection pour la femme enceinte, l'incidence que ça peut avoir sur le bébé, sur le fœtus, sur la grossesse en général. Et j'avoue que j'ai aussi été choquée par le fait de savoir qu'il y avait des pratiques qui perduraient encore, que je partais à des années-lumière, mais qui sont toujours d'excision, par exemple. Franchement, rien qu'en parler, je me rappelle encore de l'anecdote que tu nous as laissée là, et j'ai littéralement des frissons. Et je pense que tout le monde devrait savoir
que ce soit les jeunes de maintenant, les plus âgés, on transmet que ce qu'on a reçu. C'est important de s'informer, c'est important d'avoir la bonne information, comme tu viens de le dire. Et moi, j'adore tout simplement apprendre à vos côtés. Eh bien, ça nous fait plaisir également. C'est vrai que l'excision, je pense que c'est quelque chose qui choque beaucoup de gens. On vous laissera la parole tout à l'heure pour que vous nous dites ce que vous pensez des différents épisodes que vous avez regardés. Et j'espère que vous avez beaucoup à nous partager. Mais pour l'instant, Fatoumata, dis-moi, toi, qu'est-ce qui t'a vraiment transformé? Qu'est-ce qui t'a choqué? Même si on sait que de base, tu sais déjà beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ces 8 épisodes qu'on a partagés ensemble? Oui, comme tu as dit, hein, de base, Moi, je ne veux pas parler de transformation, mais je veux parler d'encouragement. Le fait de pouvoir ou ce parcours de 8 épisodes m'a encouragé dans cette voie de communication. Il y a une chose qui est claire et nette, c'est que le changement de comportement est un processus très, très, très long terme. Il faut des années pour changer. C'est pas forcément C'est linéaire. une génération qu'il faut changer. Donc, le fait d'avoir eu ces discussions-là m'a encouragé à aller davantage sur le sujet en lien avec la santé sexuelle et reproductive, en lien avec le bien-être, l'épanouissement des femmes, des jeunes. Donc, c'est plus des encouragements et c'est plus aussi des pistes sur des sujets qu'on n'a pas assez abordés. Donc, ça m'a permis ici de réfléchir sur d'autres sujets et de réfléchir sur d'autres manières de communiquer autour de ça pour vraiment participer que je peux à la communication, au changement de comportement. C'est plus et ce qui veulent Aventure, faut le dire. Hein. Faut le dire. et puis ça fait plaisir. C'est la petite sœur, donc on comprend comme ça. Donc, on a partagé, nous, ce qui nous a choqué, ce qui nous a parlé, ce qu'on a retenu un peu des différentes conversations qu'on a eues. Mais on aimerait savoir, dans le public, ici, aujourd'hui, déjà, applaudissez-vous parce que vous êtes avec nous, on vous sent pas. Merci d'être là avec nous. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient partager ce qu'elles ont retenu ou ce qu'elles ont eu comme interrogation ou ce qu'elles ont eu comme question quand elles ont regardé des épisodes? Est-ce qu'il y a des personnes qui seraient volontaires pour participer à la conversation ce soir avec nous? On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir à tous, je me nomme Khalifa Ababakar Mbaye et je suis étudiant en licence. Alors, aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que j'ai eu à regarder les 2 premiers épisodes de Faut l'ouvrir madame et je dois avouer que ça a été très instructif pour moi parce que je me suis rendu compte autant pour moi que c'est pas parce que je suis un homme que je dois pas prendre en compte le sujet des menstruations et le sujet de la sexualité et tout ça. Et je me dis que je me suis rendu compte qu'on est dans une société aujourd'hui qui néglige beaucoup, surtout le sujet des menstruations. Parce qu'on a tous des sœurs, on a tous des mères, des copines. Et je me dis que, en tant qu'homme, c'est à nous en fait de les épauler. Parce que les menstruations, c'est vraiment une période très perturbante, on va dire. C'est une période dans laquelle la fille passe à ce statut de femme. Et durant cette période, elle a besoin d'être écoutée, d'être encouragée, d'être soutenue aussi. Et voilà. Et ce qui m'a le plus marqué dans l'épisode 1, c'est le titre d'abord, d'une part. Mon corps n'est pas un mystère. Je me suis rendu compte que ce titre signifiait beaucoup en fait. Parce que c'est le titre pour moi qui symbolise la femme qui reprend le contrôle sur son corps, qui essaie de se libérer en fait de la honte qui l'emprisonne. Et également, j'ai vraiment été ému par la fille anonyme qui a partagé son histoire avec vous, les intervenantes. Quand elle a dit que la première fois qu'elle a eu ses règles, genre, sa mère en a parlé aux autres, comme ça, et tout le monde a commencé à se moquer d'elle, à la pointer du doigt. Or, je me dis que c'est pas une période où on doit avoir honte. C'est pas une période où les femmes, autant pour moi, doivent avoir honte. C'est une période durant laquelle la femme doit se sentir libre, doit s'affirmer elle-même. Doit apprendre à accepter que son corps est en train de changer. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous partager. Vraiment,
SD. Oh, Fawzia va répondre, mais je voulais qu'on la Vous plaît, parce que un jeune garçon comme ça qui emploie de tels mots, c'est tellement fort en fait. Et vraiment, tu as dit, on a des soeurs et des copines, mais tu as amené à avoir une femme un jour et je pense qu'elle sera très chanceuse d'avoir un mari qui s'est intéressé à ça très tôt. c'est ce que je m'apprêtais à dire. Franchement, je suis très fière de t'entendre parler de la menstruation comme ça. Merci. Parce que j'ai moi-même eu du mal à faire face à la menstruation. Du coup, entendre un homme en parler comme ça, avec autant de possibilités, c'est réconfortant à quelque part et on n'encourage que la masculinité positive. Après, la période menstruelle, comme j'ai dit tout à l'heure, est une phase de transformation à laquelle on n'est pas forcément préparé. Donc, quand tu n'es pas préparé à une certaine étape de ta vie, tu affrontes l'inconnu et parfois ça peut être compliqué. Tu peux rencontrer certaines difficultés et ça peut avoir une incidence sur toi et sur le futur. Du coup, j'encourage tout le monde à s'observer, à s'auto-observer, à être observant et regardant vis-à-vis des autres. Et j'encourage la bienveillance simplement, comme tu viens de prouver. Est-ce qu'on peut applaudir pour lui encore? Bonjour, je m'appelle Mel Ngubi, je suis étudiante en licence. Personnellement, j'ai aussi suivi les 2 premiers épisodes, mais en fait, je pense que mon collègue, il a vraiment déjà tout dit. Mais l'épisode, moi, qui m'a marqué, et j'ose encore revenir sur le titre, « Mon corps n'est pas un mystère ». Pour moi, ça a vraiment été... j'ai eu l'impression d'avoir eu un partage entre nous 3 et moi-même. C'était... il y a eu des échanges libérateurs où tout simplement on nous disait que parler du corps de la femme, de sexualité, c'était pas un tabou. Parce que surtout en Afrique, on a beaucoup l'impression que c'est des mots qu'on ne doit pas prononcer ou on ne doit pas parler avec les autres. Et peut-être quelque chose qu'il n'a pas mentionné dans tout ce qu'il a dit, c'est que tout ça nous a fait comprendre que les femmes surtout, on devait avoir confiance en nous. Je dois aimer mon corps, je dois connaître mon corps, je dois comprendre mon corps parce que, vous l'aviez dit, nos corps n'ont pas la même façon de réagir, si je peux le dire. Ils vont changer de la même façon. Ça réagit de façon différente et on doit le comprendre aussi de façon différente. Comment vos corps réagissent, c'est pas de la même façon que le mien il réagit. Et je pense que pour conclure tout ça, le message fort c'était ayez confiance en vous, aimez votre corps et améliorons l'éducation de la santé des femmes. Alors, effectivement, on a parlé de beaucoup de choses. Il s'agit du corps de la femme, il s'agit de sa décision, de l'accepter, de vivre des changements. C'est pas toujours facile. On a commencé la discussion, comme je dis chaque fois, il faut encore aller toucher d'autres sujets, éduquer les familles, les hommes, les jeunes, comme on a dit. Mais si je dois parler d'un sujet, je pense que je vais parler de l'après. Donc, la femme qui devient mère, elle est mère à jamais. Même si, malheureusement, elle perd son bébé quand elle accouche, elle est mère. Et quand tu es mère, tu as une pression mentale qui va te suivre toute ta vie. Moi, je suis assise ici, c'est-à-dire qu'on ne le voit pas, mais je vais penser que mes enfants doivent faire ci, ça, c'est invisible en fait. Et cette charge mentale, ça pèse, qu'on le veuille ou pas. Donc, quand on va parler de charge mentale, oui, les femmes, toujours charge mentale, mais oui, on le veut. Les femmes déjà, encore plus les mères. Donc, il y a l'accent à mettre sur ce volet santé mentale de la femme, parce qu'il ne faut pas qu'elle se néglige, parce qu'il faut qu'on puisse l'accompagner et que le reste du monde comprenne en fait ce qu'elle vit. Donc ça, c'est un sujet, je pense, qui est très important dans la suite logique des discussions qu'on va avoir. Malheureusement, on ne peut pas parler de tout en une saison. Pourquoi pas, il y aura une saison 2. Mais pour l'instant, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi très, très important et qui est tellement invisible. Toi, tu la vis. Moi, je la vis. Toi aussi, d'une certaine façon. Mais on ne la vit pas forcément de la même façon. Tu vois, mais il faut quand même qu'on en parle parce qu'on a des bases communes. Et rien que d'en parler, on se libère. Donc ça, c'est quelque chose pour moi qui me tient à cœur. Est-ce qu'il y a des personnes qui aimeraient nous dire les sujets sur lesquels ils aimeraient en apprendre davantage? Donc, ou si vous avez des questions sur des sujets en particulier liés à la reproduction maternelle, aux premières rangées à droite, on l'applaudit, s'il vous plaît.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Leipenda, étudiante en licence. Alors, j'aimerais bien qu'on aborde le sujet par rapport à la confiance en soi, parce qu'on se rend compte que beaucoup de femmes sont stigmatisées dans la société, surtout à travers les hommes. Franchement, c'est un sujet que j'aimerais bien qu'on aborde. Je pense que c'est un très beau point, surtout en 2025, à l'ère de la digitalisation, où on a les réseaux sociaux et qu'on se compare très, très, très facilement. Donc, les femmes sont encore plus touchées, parce qu'on se dit, celle-là, elle a 30 ans, elle a déjà telle chose, telle chose, telle chose. Moi, j'ai pas encore fait même la moitié. Et donc là, on a vraiment besoin de travailler sa confiance en soi. Et ça passe par beaucoup de choses. Et notamment, effectivement, c'est un sujet important qu'on pourrait toucher parce que les femmes sont victimes de beaucoup de choses. Et comme on aime souffrir en silence, parce qu'on nous a dit que faut pas trop parler quand on est en train de souffrir, c'est quelque chose qui reste ancré, tu vois. C'est un très bon point. Il y a une autre question, donc oui. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bonsoir, je m'appelle Yasmine Ouedrago, je suis étudiante en master. Bon, les thèmes que j'ai envie de voir, de suivre sur le podcast, c'est celui du suivi psychologique des mères qui ont perdu leur enfant. Parce que bon, j'ai eu une maman qui a perdu assez de bébés. On va dire, j'ai fait l'expérience avec elle et en vrai, je n'ai pas vu de suivi, je n'ai pas vu de personne avec elle l'accompagner et la tout gérer toute seule. Et du coup, moi aussi. Donc, voilà. Ça, j'aimerais même te le dire, comment vivre le deuil. On a tellement l'habitude dans nos sociétés de minimiser. On pousse même la femme à aller vers le déni. C'est quoi qui dirait, continue d'avancer. Ne te retourne pas alors que une femme qui perd son bébé. C'est-à-dire, voilà quelque chose qui ne s'oublie jamais. Jamais. Tu auras beau avoir d'autres enfants, tu te rappelleras toujours de ce bébé que tu as là. Toujours. Ça baisse qu'on casse un bébé. Et tu as raison. On n'en parle pas. On minimise. Et c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu? Oui, c'est la volonté de Dieu. Continue d'avancer, parfois tu pleures, tu dis, je ne pense pas que tu pleures. Il y en a qui n'ont pas. Sans pour autant, on manque souvent de bienveillance d'empathie, effectivement. Et souvent, on ne pousse pas au sujet psychologique. On n'a même pas l'habitude ici, d'ailleurs, d'aller voir le psy. Parfois, quand tu discutes avec quelqu'un, mais il faut aller voir le psy de le gars comme ça. Et cette table-là, qu'est-ce qu'elle raconte? Tellement on a mis des tabous sur énormément de choses. Franchement, c'est un bon point. Tout comme la confiance en soi, j'ai les tables. Et j'ai l'habitude de dire que on grandit, la femme africaine, elle est élevée comme une leader en réalité parce que dès le bas âge, on te pousse à cuisiner, à gérer la maison. Ça veut dire qu'on t'apprend à être leader. Mais avant que tu n'éclores, tu dois faire on te casse, c'est pas possible. Finalement, c'est la personne qui n'apprend à être leader qui te tasse et qui fait que tu manques de confiance en toi. Mais c'est un bon point. On va le discuter. De toute façon, moi, j'aime ça. J'ai espoir. Non, mais je pense qu'il y a encore plein de sujets qu'on devrait aborder pour couvrir toutes les problématiques que rencontrent les femmes. On a bien noté en tout cas vos interventions, on en tiendra compte pour la suite éventuelle. Mais pour l'heure, on a parlé de quand même beaucoup de choses, même s'il y a encore d'autres sujets à aborder. Aujourd'hui, on sait que pour arriver à résoudre ou en tout cas à pallier tous ces problèmes, il y a plusieurs acteurs qui doivent être intégrés en fait dans la chaîne, d'accord? Donc maintenant, on fait quoi? Enfin, vous avez envie de te poser la question. On fait quoi par rapport à tout ça pour avancer?
Alors déjà, j'ai envie de dire que Faut l'ouvrir, madame, c'était la tribune par excellence pour lever le voile sur tous ces sujets-là considérés comme tabous. C'était l'occasion de parler en tant que jeune femme, d'impacter d'autres jeunes hommes et jeunes femmes et d'encourager à livrer leur expérience, leurs témoignages. D'ailleurs, on n'a pas fait que en parler. On a reçu des témoignages poignants. Ça peut se lire et ça peut se ressentir dans les épisodes qui ont déjà été diffusés. Par rapport au poids psychologique et la charge mentale après la perte d'un bébé. Coïncidence, mais on a un épisode qui vient sur la question. Et l'objectif derrière, ce n'est pas que en parler entre nous. On voudrait impacter le système social, nos différentes sociétés, le système sanitaire, etc. Et par rapport à ça, mes grandes sœurs, comme je vous appelle affectueusement, qu'est-ce que vous pensez de tout ceci? Ou quelles sont les différentes initiatives que l'on pourrait mettre en marche pour encourager justement cette vision des choses-là et puis impacter au-delà du public et impacter au-delà de tout ceci? Je vais apporter ma petite pierre à l'édifice dans la réponse parce que je sais que Fatmata va me donner une très bonne leçon sur le sujet. Mais en termes d'acteurs pour accompagner les femmes enceintes, celles qui désirent avoir un bébé, celles qui sont dans le processus de la grossesse, de l'accouchement, je sais qu'il y a tout un écosystème autour des doulas, même des sages-femmes celles qui sont gentilles. Faut préciser. Et non, c'était pas un pic. Faut pas le prendre personnellement. Il y en a qui sont pas gentils. C'est la vérité ou pas? Donc, en tout cas, il y a des doulas qui vont accompagner la femme pour tout ce qui est, en fait, pour la défendre dans le système médical, pour l'accompagner. Parce que des fois, je pose des questions au médecin, il est trop pressé, il n'arrive même pas à donner les réponses. Pourquoi tu m'as donné tel médicament? Oh oui, c'est comme ça, il faut partir, il faut prendre. Parce qu'il a beaucoup de rendez-vous, etc. Donc, cette doula-là va t'accompagner, va t'expliquer pourquoi il faut faire ça. Elle va te donner, en fait, un volet psychologique et un peu médical. Et ça, je pense que c'est très important parce que des fois, on suit, des fois, en nous-mêmes, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais on n'arrive pas à poser la question au médecin ou on lui pose la question, mais il ne répond pas forcément correctement et on est un peu perdu. Donc, ce côté perdu nous fait rester sans réponse et on n'arrive pas à aller au bout des choses et après, on se rend compte que ça a causé quelque chose de grave. Donc, tout ce qui est écosystème, doula, sage-femme gentille et des éducatrices, c'est quelque chose de très pertinent et qui existe de plus en plus sous nos cieux, donc en Afrique francophone, subsaharienne. Il faut juste chercher. Et chaque fois, je dis, il faut chercher. Quand on est dans une situation, il faut chercher de l'aide. Et on trouvera toujours quelque part quelqu'un qui aura la réponse. Parce qu'on n'est jamais la seule à traverser quelque chose qu'on est en train de vivre. Plus on en parle, plus on voit que telle personne a traversé et on peut aller vers elle pour demander de l'aide. Est-ce que tu auras un conseil ou un message à laisser justement aux mamans, aux tantes, avant qu'on ne demande même au public, qu'est-ce qui, selon eux, va aider à justement, dans tout cet écosystème avec les acteurs, à dire, OK, non, ça suffit, là, faut arrêter. Mais selon toi, déjà, qu'est-ce que les mamans, les tantes, etc., pourraient faire pour essayer de briser et casser les chaînes qui sont là? Écoute, Yacine, je pars du principe que on donne que ce qu'on a reçu. Mais à cette ère-là, les choses sont trop urgentes, beaucoup trop urgentes, pour qu'on ne se limite que à des informations de gauche à droite. La voisine a dit ci, mon ami de longue date, l'ami de mon ami a dit ci et ça. Vraiment, quand il s'agit de son corps, c'est l'affaire de tous. Quand il s'agit de son corps, il faut le faire pour soi-même. Prendre les bonnes informations, ne se fier qu'aux informations solides et sûres de la part de différents professionnels. C'est vrai qu'il peut arriver de rencontrer des gens parfois pas très bienveillants, mais donner tout pour être en sécurité pour soi-même. La santé, il n'y a rien de plus sacré que la santé. Donc, mettre tout en mesure pour avoir la bonne information et ne pas se fier qu'aux informations, aux expériences que certaines personnes ont vécues. Parce que comme elle a dit tout à l'heure, les expériences peuvent varier, surtout quand il s'agit du corps, des différentes transformations qu'on subit. Les informations et les expériences peuvent varier d'une personne à une autre. Donc, ne se fier qu'à l'avis d'un professionnel et être toujours à la recherche de la bonne information pour soi-même. C'est important. C'est très important. Mais en parlant encore des mères et des tantes, moi, si j'ai un conseil à donner, c'est que si tu sais qu'il faut pas faire quelque chose et que ta maman ou ta tante vient te dire de faire, ça sert à rien d'aller dans la confrontation. Faut dire oui et tu fais pas. En fait, ça sert absolument à rien de vouloir venir dire non, mais, on va dire tu es impoli, tout ce qu'on veut. Faut dire oui, d'accord, j'ai compris et tu fais pas.
parce que tu as eu la bonne information du spécialiste ou de quelqu'un, en tout cas, tu sais, qui est formé, ça sert absolument à rien. Donc, tu dis oui, d'accord, je vais faire ça, t'as raison, et tu fais pas. Tu te caches, tu fais pas. Et au fond de toi, surtout quand tu as un bébé, tu sais ce qui est bon, tu sais si c'est vraiment important ou pas. Et même si tu ne sais pas, quand même à te dire, si tu te poses des questions nettes, c'est qu'il y a un problème. Donc, tu vas chercher la bonne information auprès de la personne compétente. Et ça sert à rien d'aller, comme elle a dit, c'est les jeunes et à la limite les hommes. Mais nos mamans qui ont déjà quelque chose en tête là, c'est très difficile de changer en fait leur façon de penser. Donc, d'une part, c'est clair qu'on dit aux mamans, essayez de vous informer pour ne pas transmettre de mauvaises informations, mais aussi, si c'est trop compliqué, la personne à qui elle donne le conseil n'a qu'à dire oui sans rentrer dans les détails et puis elle fait ce qu'elle pense être meilleur pour son enfant ou pour elle-même. On a fait le tour. C'est l'occasion peut-être de discuter, d'avoir une toute petite discussion avec un papa, un mari, un oncle qui a eu la chance à regarder les 2 premiers épisodes. Et ce sera l'occasion de discuter autour de ça pour encourager cette petite discussion autour de l'implication des hommes. D'accord. Sous vos applaudissements, on va faire appel à M. Kipling. Salam alaikum. Waalaikum salam. Ça va, vous allez bien? Ça va. Bonsoir, Diri. Bonsoir Fatoumata. Soleil, Bien et vous? Ça va, alhamdulillah. Alhamdulillah. Faut pas être, voilà. Bienvenue, Ifrit. Merci Fatoumata. Je suis très heureux aujourd'hui de partager ce plateau, Ouais. ce cadre d'échange. Ouais. J'ai beaucoup appris. Et je suis content de l'impact que vous êtes en train de faire sur ces jeunes-là et sur nos autres hommes. J'espère que ce sera une aventure qui va continuer en tout cas parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à débattre, à Oui. sensibiliser. Tout à fait. Donc vraiment, nos encouragements. Merci beaucoup. Ok. C'est vraiment gentil. Ce n'est pas- Et par rapport aux 2 épisodes, Alors, je les ai, ton retour. oui, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les 2 épisodes et j'ai beaucoup appris. Le premier épisode qui parlait des monstrues. Donc, en tant que... Il y a une phase que j'ai dépassée. Alors, je me retrouve mari. Tout ce que je savais, c'est ce que j'ai appris à l'école. Et on brosse. Et on a le temps d'oublier. Mais en tant que mari, j'ai senti le manque, en fait, d'être avec une personne qui subit ça tous les mois. Et psychologiquement, l'impact psychologique des monstrues, en général, les hommes ne sont pas sensibilisés dessus. Donc, c'est des humeurs qui changent parce que voilà, c'est des réactions hormonales. Et quand l'homme n'est pas sensibilisé, rapidement, on peut avoir des problèmes. Donc voilà, elle me fait la tête, alors que si tu es sensibilisé, tu as plus d'empathie, tu te mets à la place de ta partenaire et tu l'accompagnes dans cette phase-là. Nous autres hommes, voilà, c'est que voilà, de manière triviale, elle n'est pas enceinte quand elle a ses règles, c'est tout. C'est ce qu'on retient, en tout cas. Voilà. Donc, j'ai beaucoup appris et voilà, j'espère que je promets de partager Embarquer d'autres hommes. J'ai déjà commencé, en tout cas, avec mon cercle restreint. Donc voilà, et comme les jeunes là, ils l'ont promis, je pense que voilà, ça aura un impact sur les hommes. S'il vous plaît, on applaudit M. Diri parce que en regardant l'épisode, il comprend l'impact du volet psychologique dans la vie de sa femme, donc de son couple. Et ça, c'est vraiment très important et on est très ravis de t'avoir avec nous parce que je pense que tu vas ouvrir la parole pour beaucoup d'hommes, de jeunes et de papas et de maris. Et ça, vraiment, on te félicite d'avoir accepté et puis on te dit merci aussi. C'était juste pour dire ça avant que Fatoumata continue.
Oui, merci beaucoup. Et ça, c'était le premier pour le deuxième. Alors, pour le deuxième, j'ai été choqué. Ah. J'ai été choqué. J'ai dit Alhamdulillah aussi. Alors, pourquoi j'ai été choqué? D'abord, le concept de vaginisme. J'ai jamais compris c'était quoi. En fait, étant jeune, tu entends ça peut-être en Wolof. Je ne savais même pas traduire ça en français. OK? Dans mon entendement, c'était des germes qui laissaient, si je peux dire, dans le vagin de la femme. Alors que c'est une réaction psychologique. Oui. OK? Donc la femme, elle est émotive. C'est grave, en fait. Voilà. Quand j'ai compris, en fait, le traitement qu'on a appelé d'autres dames, elle est psychologiquement, elle est pas bien. Après, on vient, on fait une chirurgie. Voilà, on la mutile sans anesthésie ni quoi. Après, on appelle le mari pour qu'il fasse vite avant que cela ne se referme. Alors, vous voyez, rapidement, le mari, il fait un boulot. Lui-même, et je trouve qu'il est victime. Non, il est victime dans la mesure où si tu ne réagis pas comme ça, ton épouse aura encore à souffrir. Oui, quelque part. Voilà. Alors que si le monsieur était sensibilisé avant, il aurait dit non, 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 non. On n'aurait même pas fait appel à ces dames-là. Il donnerait du temps à son épouse. Il va discuter, il va mettre à l'aise son épouse, quitte à virer ces dames qui attendent devant la porte dans certaines... Ouais. Donc, elle met le cadre psychologique qui accompagne l'épouse pour qu'elle soit à l'aise, pour qu'elle soit détendue. Ouais. Donc, moi, c'est la première fois que j'ai compris le concept ou le mot vaginisme. L'autre chose qui m'a beaucoup choqué, c'est les mutilations au berceau. Et ça, il va falloir qu'on trouve une solution rapidement. Ouais. J'ai un fils, un garçon, qui a été circoncis à l'âge de 6 ans, je pense. Il a tellement souffert de l'hôpital à la maison que moi-même, j'ai failli percuter un véhicule. Heureusement, j'étais avec mon beau-père, qui est médecin, qui le consolait derrière. Mais moi, en conduisant, je souffrais plus que mon fils. Et qui avait la possibilité d'exprimer son mal. Papa, j'ai mal. Papa, et je ne pouvais pas supporter papa, j'ai mal. Voyez, je vous passe le reste. Voyez. Maintenant, imaginez un nourrisson, voilà, un bébé. Et pour le cas de mon garçon, l'environnement psychologique de prise en charge, il est là. L'environnement médical, il est là. Et il souffre. Et l'anesthésie, il a souffert le temps que l'anesthésie prenne. Ouais, c'est juste 15 minutes. Mais imaginez un bébé qui n'a pas les moyens d'exprimer, de se faire entendre, qui pleure et qui n'a pas le droit d'aller à l'hôpital parce que la maman risque d'aller en prison. Vous voyez comment... Imaginez que vous voyez votre bébé mourir comme ça dans vos mains, vous n'avez pas... Et vous êtes acteur même de sa mort. Et c'est une chose qui m'a énormément choqué de ça, qu'il y a des sociétés qui continuent à pratiquer ce genre de choses-là. Maintenant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, il faut éduquer. Voilà. Je pense que vous avez du travail encore sur... Oui, nous tous. Bon, votre parole porte plus. Sur ce plan, votre parole porte plus parce que nous sommes dans des environnements, dans l'environnement dans lequel je vis, c'est une pratique qui n'existe pas. Ouais. Donc, vous, en tant que spécialiste, vous, en tant qu'influenceur, votre parole porte plus. Je pense qu'il faut vraiment continuer à sensibiliser les hommes, les mamans qui sont traumatisées, qui, pour certaines, ont vécu ça, et un traumatisme qui n'est pas traité, on le reproduit. Ouais, donc il faut parler au maman, au papa, au futur mari,
et aux filles aussi qu'elles ne se laissent pas faire, parce que j'ai entendu un témoignage d'une femme, après ça, pour être mariable, voilà, elle s'est laissée exciser. Ouais, c'est des choses que je pense qu'il faudrait arrêter, et avec méthode quand même, parce que bon, c'est des... T'avais une pratique. Oui, avec méthode. Ouais. Mais une autre anecdote, c'était un gars qui dit qu'il ne va pas marier La femme une fille. non pas excisée. excisée. Voilà. Parce qu'elle est difficile à satisfaire. Parce qu'elle est difficile à satisfaire. Donc ça, c'est... D'où la nécessité, l'éducation, la santé de la reproduction ou éducation sexuelle comme dans d'autres pays. Si c'est l'éducation à la santé de la reproduction, d'où la nécessité d'impliquer tout le monde. Aujourd'hui, vous avez compris que, par exemple, tout au long du cycle, on a nos humeurs qu'il faut comprendre. Si on ne comprend pas, ça peut être source de dispute. Voilà, parce que d'où l'intérêt aujourd'hui d'éduquer aussi bien les jeunes filles que les jeunes garçons. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'impliquer. Ce qu'on note aussi, c'est que autant on voit les jeunes filles, autant on ne voit pas les jeunes garçons. Autant on voit les épouses, autant on ne voit pas les maris. Combien de maris accompagnent aujourd'hui leurs dames faire les consultations prénatales, accompagnent leurs dames pour aller accoucher? En général, ils s'évanouissent en salle d'accouchement. Ils ne se préoccupent même pas tellement, ils ne sont pas Préparé. ils ne sont pas prêts. Et c'est comme ils diraient qu'on n'a pas trop de rôle à jouer. Donc, franchement, j'ai bien aimé l'implication déjà, cette compréhension que tu as autour des menstrues, c'est-à-dire cet aspect psychologique que tu prends en compte. J'ai aussi aimé le fait que tu sois choqué d'entendre ça, qui existe aussi au Sénégal toujours. Et moi, j'espère que tu sois un porteur de voix. Donc, ça, c'est pas vous, c'est nous tous. Quel que soit le niveau où on se trouve, n'est-ce pas, Yazid? Et je pense que la période post-partum, là, ils sont tout le temps, on est absents, hein? On envoie l'épouse chez la maman, chez sa maman, pour dire non, faut te reposer. Mais en réalité, c'est vous qui voulez vous reposer. Donc, Je ne suis pas d'accord. Juste pour... tu n'es pas d'accord. Selon toi, quel est le rôle, en fait, finalement, du papa dans tout ce parcours de la grossesse, de l'accouchement et du postpartum? Quel est le rôle du papa? Bon, en fait, le papa, son rôle part du début de la grossesse. Maintenant, c'est quoi le rôle? Il y a des femmes qui n'avertissent pas, qui n'informent pas leur époux des visites. On est à l'ère de comment ça s'appelle? Des prises en charge médicales. Elle a sa carte, elle prend rendez-vous, elle va voir le médecin. Ça, pour autant que le mari ne soit au courant. Moi, je suis parti, j'ai la chance d'avoir 3 enfants, machallah. Je suis parti peut-être 3 ou 4 fois. 3 ou 4 fois. C'est parce que la femme n'a pas informé, j'ai visite demain, donc viens avec moi? Ou c'est parce qu'il ne s'intéresse pas tout simplement à la question? Donc, il y a du tout à la fois. Il y a du tout. Après, les premières visites, c'est plus, voilà, moi, je veux comprendre, moi. Elle ramène tout à elle, voilà. Non, et c'est normal et c'est légitime, la première grossesse. Voilà, on a besoin de comprendre la chose. Il y a des questions qu'on aimerait poser peut-être, parce que le gynécologue aussi, il peut jouer le rôle de psychologue. Des fois, c'est le mari qui est au centre des discussions. Donc, quand il est là, quand il est présent, il peut polluer. Ouais. Oui. Non, mais la femme ne se libère pas. Quand le mari c'est le mari qui pose problème, le gynécologue, il peut jouer le rôle de psychologue qui discute avec la femme. Ouais. Et quand le mari est présent, la femme ne se libère pas. Ok, donc ça me vient à me poser la question, est-ce que les hommes apportent à leurs femmes le soutien émotionnel dont elles ont besoin
dans cette phase depuis la grossesse jusqu'au postpartum? Est-ce que les hommes se rendent compte qu'il y a un vrai volet émotionnel qui est attendu, en fait, dans leur rôle en question pour le suivi, en fait? Parce qu'au final, on a fait l'enfant ensemble et moi, je suis passée par toutes ces transformations physiques et il y a un vrai volet psychologique dont tu parlais tout à l'heure pour les règles et tout ça, mais pour la grossesse et le postpartum, c'est encore plus long. Et le postpartum, c'est quoi? C'est au minimum 2 ans? 2 ans, sans compter qu'après, même, parce que oui, j'ai pas retrouvé mon corps, j'ai pas retrouvé mes habitudes, toute ma vie tourne autour du bébé, parce que je l'ai peut-être pas demandé, mais je n'ai pas forcément le soutien de mon partenaire comme j'aurais voulu. Donc, est-ce que les hommes se rendent compte qu'il y a un volet émotionnel aussi dans cette, Dans période, ces on va phases, dire? oui. Bon, pas comme il se doit. Pas comme il se doit, par manque d'éducation, par machisme des fois. Donc, Pas des fois. Non, non, c'est par manque d'éducation. Par Mais- machisme, là, c'est pas des fois. Non, si. Non, on n'est pas tout le temps macho. Ok. Voilà. Mais quand on est sensibilisé sur une question, quand on est sensibilisé sur l'importance d'une question, on préserve notre ménage, on préserve notre épouse, la femme qu'on est censé aimer. Qu'est-ce qu'on gagne à la faire souffrir? Oui, mais donc, selon toi aujourd'hui, quels actes en termes de volet émotionnel, le support émotionnel, l'homme pourrait apporter à sa femme durant cette phase, que ce soit la grossesse ou Que ce le soit la- postpartum? Bon, être à l'écoute déjà, Mhm, ne pas stigmatiser, mhm. être présent surtout physiquement, mentalement, parce que la femme peut penser, en fait, voilà, moi c'est une chose à laquelle, durant la grossesse, vraiment, je tiens à être présent. Je tiens parce que je veux pas qu'elle se pose des questions, je veux la ménager, je veux être là quand il y a bobo, voilà. Donc, être présent, c'est important. La mettre en confiance, c'est-à-dire qu'elle ose te parler, qu'elle ose partager. Ça, c'est des choses importantes à mon avis. Maintenant, après l'accouchement, alors, ma philosophie, elle est simple. Tu te sens à l'aise où? Qu'est-ce qui t'arrange? Qu'est-ce que tu veux? Si c'est aller chez tes parents, on y va. Si c'est rester à la maison, on reste à la maison ensemble. Et en tant que profane, si je reste, tu me dis fais. Si tu t'attends à ce que je devine certaines choses, je peux me planter. Non, je peux me planter de bonne foi. De bonne foi. Fais-moi ça, je vais rester, on se partage les rôles. C'est plus une question d'éducation. Vous nous éduquez à vous supporter, à vous aider. Moi, je viens d'avoir mon bébé que je dois éduquer, je veux aussi éduquer mon partenaire. Mais vous l'avez dit tout de suite, il n'y a pas d'école où on apprend à être papa ni à être mari. Donc, au final, l'école des maris, c'est nécessaire parce qu'il faut savoir, en fait, finalement, comment la femme pense. Et puis, nous, aujourd'hui, on va venir dire qu'on va dire à mon mari, ah, j'ai besoin que tu me fasses ça parce que pour nous, c'est une évidence et que c'est son rôle. Donc, il y a un problème de communication, finalement, entre les attentes, en fait, finalement, des deux parties, c'est ça? Justement, Mais est-ce que si on vous demande, vous allez vraiment faire? Moi, si on me demande, je fais. Et si on ne demande pas? Je peux faire je sais pas, je peux faire. Mais des fois, on Je peux demande faire, une fois. Mais je peux deux faire fois. je peux me planter, je peux penser que tu as besoin de ça, alors que c'est pas de ça dont tu as besoin. Mais est-ce que si on demande une fois, après l'automatisme vient? Parce que demander aussi de façon répétitive, ça devient un peu compliqué. Après chaque enfant, nous aussi, on gagne en expérience, on sait anticiper sur les choses, on sait mettre les choses à leur place avant, on sait mettre le cadre mental, physique, émotionnel, tout, voilà. Après chaque enfant, bon, maintenant, on n'en fait pas beaucoup, donc voilà, l'expérience aussi. Donc, si on va... Mais donc, tu as dit, je pense, un point très important, c'est que si on va chez la grand-mère, première grossesse, deuxième grossesse, troisième grossesse, à aucun moment le mari, finalement, peut gagner en expérience. Donc, il faut qu'on reste ensemble pour qu'on apprenne nous deux. Oui, généralement, à partir de la deuxième ou du troisième. On ne fait plus beaucoup. Maintenant, c'est le plafond. Bon, en tout cas,
C'est très intéressant, mais je pense que le volet émotionnel est très important, je pense, pour les femmes. Et de ce que tu nous dis, c'est que c'est à nous de communiquer, de devoir expliquer. Alors que nous, on se dit aussi que vous pouvez deviner un peu. Après, dans tout ceci, moi, je vois aussi le problème du conditionnement. On est tellement conditionné à ces fameuses phrases-là. Ah non, c'est un truc de femme. Tu dois gérer, tu es une femme. Tout à l'heure, Fatoumata même l'a dit. Quand tu es une jeune femme, on t'apprend à être forte, tu dois être courageuse. Tu es une femme, ça ne pleure pas. Une femme, ça doit supporter la douleur. Surtout, cette phrase-là revient presque quitte. Hein. Et à quelque part, je me dis qu'il y a cette question d'éducation là aussi, comme il a dit. Personne n'est vraiment préparé à être parent. Personne n'est vraiment préparé à être le parent idéal à quelque part. Et quand on se rend compte, on a autant besoin de s'éduquer l'un l'autre, mais de s'auto-éduquer aussi par rapport à la famille et par rapport à la vie de famille qu'on veut construire. Et la question du conditionnement revient parce que lui, il estime que c'est à la femme de parler. La femme, de son côté, aussi se dit, bah, moi, on m'a appris à être celle qui tient, celle qui supporte. J'ai besoin d'aide, mais je veux aussi qu'il sache ou qu'il voit que j'ai besoin d'aide. Alors que lui, il se dit, ça doit être pragmatique, ça doit être aligné. Les femmes, c'est beaucoup trop d'émotions, c'est ce qui revient tout le temps. Les femmes, c'est beaucoup trop d'émotions, ça doit être linéaire, alors que les hommes, c'est complètement autre chose. Et moi, ce qui me tape vraiment à l'esprit, c'est la question de l'éducation par rapport à tous ces aspects-là et la question du conditionnement. Mais ça, c'est très important. Je veux intervenir rapidement dessus parce que tu as dit quelque chose qui tourne autour de l'éducation. Donc aujourd'hui, la femme, elle a tellement été conditionnée à lui. On lui a dit, il faut que tu sois forte. Tu peux pas être celle qui te plaint tout le temps. Dans ton foyer, non. Ceci, cela. Au point où elle n'ose même pas exprimer finalement à son mari qu'elle a besoin d'aide. Et même si des fois, il y a des maris à qui tu vas dire, mais toi, tu as fini d'accoucher, tu as besoin d'aide, pourquoi encore? En gros, ici en Afrique, on dira, tu as une nounou, tu as tout ce qu'il te faut, tu as la voiture et tu te plains encore. Donc, on va déjà même l'obliger finalement à taire son mal-être. Et peut-être que si tu as un mari compréhensif, il va t'écouter, mais d'autres te diront, arrête de faire la chochotte, arrête de faire la fatiguée, tu exagères, etc. Lui-même, il en a parlé, la question d'empathie. Non, mais c'est... La nécessité d'être empathique. Non, je ne dis pas que c'est le vrai, mais c'est le discours que les femmes reçoivent en général. Et c'est la société qui est... Là, un exemple très simple. Un garçon, quand on l'éduque, on ne le socialise pas à aller acheter du charbon. On te dit que c'est une tâche pour une femme. On est tous passés par là. Après, on confie une femme. La première chose que tu fais, et c'est de manière inconsciente, comment papa agissait avec maman. En général, voilà. C'est quoi la violence? Voilà. Maintenant, s'il y a des choses qui t'ont déplu dans le comportement de ton père, voilà, vis-à-vis de ta mère, automatiquement, tu comprends que ça, c'est pas une chose à reproduire. Mais en fait, au niveau psychologique, je pense qu'on on reproduit des fois de façon systématique ce qu'on a connu. Soit ça, soit on fait carrément le contraire. Et c'est vraiment dans le subconscient. Donc, la question de l'éducation est très importante. Donc ça, c'est encore une fois, ça pèse très lourd sur les femmes, mais aujourd'hui, les papas aussi doivent s'impliquer dans l'éducation, que ce soit de la fille ou du garçon si on en a, pour justement donner les bases. Donc, le papa qui parle au garçon pour lui dire, voilà ce qu'il faut faire, etc. Et lui-même qui agit en conséquence avec sa femme. Parce que les actions parlent beaucoup plus que les mots dans l'éducation. Pareil, le papa aussi parle à sa fille. Donc, il va lui donner confiance en elle parce que les papas ont un gros pouvoir sur leur fille pour leur donner toute la confiance en soi dont la fille parle. Une fille qui a reçu de son papa, tu es belle tous les matins. Tu as un beau teint, ma chérie. Oh, mais tu es trop belle. Quand elle sort, tu peux pas la détruire. C'est clair. Et si le papa est présent dans la vie de sa fille, je vous assure que ça crée des filles, mais qui sont, en gros, dans les standards de beauté, la fille n'est pas belle. Mais quand elle te sort une démarche, elle est comme ça, elle te dit bonjour, tu dis ah oui, charisme, tu comprends pas. Parce que son papa lui a donné des ailes. Et donc, il faut que les papas soient présents pour donner justement à leur fille ce qu'il faut. Donc, que ce soit la maman, elle parle à son fils et à sa fille, mais le papa aussi parle à son fils et à sa fille. Et les femmes entre nous, qu'on arrête, en fait. Nous, la génération d'aujourd'hui, nous les jeunes, donc moi, je suis déjà maman. Vous, les filles, aujourd'hui, vous êtes appelées à devenir maman. On casse en fait ces chaînes. Donc on arrête de dire à ton garçon, toi, reste à jouer à la télé, la fille va acheter le charbon. Ça passe par là, c'est des trucs vraiment tout simples. Ta fille met la table tous les jours,
ton garçon, non, il doit jouer à la balle le temps qu'elle mette la table. Mais pourquoi? Il faut qu'on arrête ça. On est pour, ici, je pense, tout le monde est pour qu'il y ait l'homme et qu'il y ait la femme. Mais en termes de tâches, en termes de partage domestique à la maison, en termes d'éducation, faut qu'on arrive à stabiliser les choses et à pouvoir dire, en tant que femme ou mère, parce que c'est nous qui, généralement, décidons, tout le monde fait la même chose. Et ça, c'est vraiment très important en termes d'éducation et de parentalité aujourd'hui, qu'on soit assez strict sur ces choses et très regardant, et que les deux parents soient présents pour l'éducation. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais rajouter. Oui, on a fait le tour de tous les points qu'on devait aborder par rapport à ce que tu as dit. Je vais ajouter que la chaîne de transmission est totalement présente et que on transmet de ce qu'on reçoit. Donc là, nous, on a fait le choix d'avoir la bonne information à travers Faut l'ouvrir, madame, de lire les témoignages, de s'en inspirer pour faire le bon choix. Donc c'est à nous, comme tu as dit, cette génération-là, de briser cette fameuse chaîne de transmission-là et puis se débarrasser de tout ce qui ne va pas à notre avantage et qui n'ira pas à l'avantage de nos enfants, des prochaines générations et des futures générations. Je sais qu'on doit arrêter parce que sinon on ne finira jamais. Mais j'aimerais quand même faire participer une dernière fois le public. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce qu'on a abordé ou peut-être à notre papa Djibril? S'il y a une ou deux questions qu'on peut prendre. Oui, la jeune demoiselle là, deuxième rangée. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonsoir, je suis Zénab Saré, étudiante à licence. Je voudrais rebondir sur le fait que les hommes ont un rôle à jouer sur l'éducation de la femme et aussi des jeunes garçons. Je vais prendre mon exemple. Moi, la première personne qui a eu à me parler des règles dans la vie, c'était mon papa. Quand j'étais petite, il m'a expliqué et très jeune, je n'avais pas honte de lui dire que j'avais mes règles, que j'avais des douleurs, j'avais ci, j'avais ça. Au point où souvent, j'étais plus à l'aise de discuter de ça avec lui. Il m'expliquait ce que c'était que la grossesse, le processus, plus que ma mère. Pas que ma mère ne m'expliquait pas, mais lui, il prenait vraiment le temps de comprendre ce que j'avais. Et très tôt, par exemple, j'ai été diagnostiquée du SOPK. Parce que je suis partie chez le gynécologue et il m'a amenée à partir parce que très souvent, j'avais mal au ventre. Mais autour de moi, j'ai remarqué que mes copines, souvent, elles ont des douleurs. Je leur dis, mais pourquoi tu ne dis pas à tes parents? Ah, peut-être c'est ma maman, mon papa n'est pas au courant. Souvent, elles sont à la maison, elles ont des travaux à faire. Elles doivent le faire parce qu'elles ont mal. Je dis, mais il faut dire que tu as mal. Non, mon papa n'est pas au courant, je ne veux pas lui dire, j'ai honte. Ce n'est pas comme ça. Je dirais que si on a une mère, c'est qu'on a un père. Les pères ont un rôle à jouer sur l'éducation de leurs filles. Bien vrai que peut-être nos parents à nous, certains parents n'ont pas eu l'information. Les jeunes pères de maintenant et les jeunes de notre génération ont l'obligation, pas le choix, mais l'obligation de se renseigner sur la santé des femmes et comment aider leurs femmes et leurs filles. Parce que s'ils ne le font pas, avec l'ère qui vient, on a de plus en plus de problèmes de confiance en soi. Si les pères ne nous aident pas, les frères ne nous aident pas, il est très difficile de s'en sortir dans une société qui est, on peut dire, patriarcale. Donc c'était mon ajout. Merci. Wow. Elle a tout dit, hein. On n'a rien à rajouter sur ça. On va peut-être prendre une autre intervention, mais c'est tellement complet et tellement précis. Et vraiment, merci pour ce partage, c'est vraiment inspirant. On n'a pas eu de jeune garçon qui est intervenu. J'aurais bien voulu qu'un jeune garçon intervienne. Je vais prendre un jeune garçon. Je suis désolée, mais je ne peux pas prendre un jeune garçon. On l'applaudit, s'il vous plaît. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Cheikh Ibrahim Adetchalodja et je suis étudiant en licence. Alors, j'ai trouvé très intéressant le fait que beaucoup disent qu'il ne faut pas se cacher derrière la société et qu'il faut également s'éduquer et éduquer les autres. Et moi, ce que je voudrais dire, ça implique principalement tous les experts du monde médical, donc Madame Fatoumata, c'est que quand on parle d'éducation sexuelle, il faut expliquer aux gens que c'est pas juste comment on fait des bébés. C'est également qu'est-ce qui peut empêcher au bébé d'être né. Ouais. Car actuellement, on est dans une société où il y a encore des gens qui pensent « Ah, ils sont mariés, ils n'ont pas d'enfants, c'est la faute de la femme. »
Ils ne cherchent pas à savoir si c'est la femme ou si c'est l'homme qui est stérile. On vit également dans une société où certains hommes se lèvent et disent « Si demain ma femme me donne une fille, je la divorce. Si demain je n'ai que des filles, je répudie ma femme. » Alors que la science a prouvé que c'est l'homme, c'est le spermatozoïde de l'homme qui détermine le genre de l'enfant. Merci. Voilà, merci. Demande d'un garçon, c'est parfait. On n'a absolument rien à rajouter. Et vraiment, c'est une très belle dernière intervention. On vous dit merci encore. On veut que vous vous applaudissez, s'il vous plaît. Merci. C'était vraiment un échange formidable. Jimmy, juste avant que tu nous quittes, est-ce que tu as un dernier mot pour terminer cette discussion, surtout en prenant, tu sais, les informations reçues des plus jeunes? Moi, je vous en veux. Non, mais c'est sur le bon côté. J'aurais aimé avoir des émissions de ce genre il y a 15 ans. Ok. J'aurais pu être meilleur mari. Voilà, j'aurais pu être meilleur père. Mais bon, c'est pas tard. Ouais, c'est pas L'engagement tard, que je peux prendre, c'est que mes enfants, je ne sais pas s'il y en aurait d'autres en tout cas, mais ceux que j'ai, je ferai tout pour qu'ils soient de bons papas, de bonnes mamans. Voilà, je suis très, très, très heureux de pouvoir participer à ce genre d'émission. Voilà. Et encore une fois, je vous encourage. J'aurais aimé vraiment pouvoir m'exprimer il y a 15 ans sur ce sujet-là. J'aurais pu être meilleur père, vraiment. Et mes encouragements, encore une fois. Ça a été un peu... En tout cas, on te dit encore à toi aussi, merci beaucoup pour ton temps, parce que très peu d'hommes sont très disposés, disponibles pour parler de ces sujets-là. Et pour te répondre, c'est pas trop tard. Parce que tu montreras à tes enfants comment être bon mari en étant toi-même. Donc c'est jamais trop tard. Et même si tu veux plus d'enfants parce que tu en as déjà 3 dans ce monde aujourd'hui, il y a plein de choses à faire. Une surprise pour son anniversaire, son enfant voit ouvrir des fleurs pour rien. Pas forcément pour la Saint-Valentin. Ça marche aussi. Et c'est vraiment les petites attentions qui comptent. Nous, on n'est pas très compliqués. Il faut juste savoir nous comprendre. Sur ce plan-là, il n'y a pas de souci à se mais faire. tu vois. Alors là, Fatma, tu as un mot pour clôturer cette belle saison, pour clôturer cette conversation aujourd'hui avec ce si beau public. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire? Juste merci. Merci pour nos discussions. Merci pour les échanges qu'on a eus. Merci pour les répliques de Saleh parfois. Ironie de Yasmina. Merci à Faouzia Souvent qui nous revenait avec nous a choqués tellement elle en a entendu. Donc, merci pour tous ces temps-là qu'on a passés ensemble. Et merci aussi à l'équipe derrière. Parce que c'est pas... On voit 3 personnes, mais il y a une grosse équipe derrière. Merci à toute cette équipe derrière qui a permis, qui nous a donné la voix pour qu'on fasse entendre nos voix, pour ouvrir, briser les tabous sur énormément de choses où moi, j'aime pas voir les gens pleurer par contre. Donc, merci vraiment pour tout. Merci, chérie Faouzia. Tu peux nous dire quelques mots? Non. Oh. Déjà, je suis désolée. Je suis désolée. Je me sens de pleurer pour les choses comme ça, mais ça m'émeut. Ça m'émeut de savoir qu'on a partagé ces moments-là. Ça me fait plaisir d'avoir parlé de tout ça avec vous. Et je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point ça a le pouvoir de transformer des vies, d'aborder ces sujets-là avec aisance, d'apprendre autant de choses sur soi-même et de se dire que, tout à l'heure, il a dit, j'aurais aimé apprendre tout ça. Il y a 15 ans, peut-être que ça m'aurait permis d'être un meilleur père. Peut-être que ça m'aurait... Pardon. Franchement... Merci.
Merci Fauzia, tu es extraordinaire, tu es pétillante et je suis sûre que grâce à tout ça, tu vas être encore une meilleure jeune fille, une meilleure jeune femme, Fauzia. une super maman. Fauzia. D'accord. Merci à tout le monde et ce n'est que le début. On continue surtout la conversation, on continue les combats. Si vous faites des vidéos, n'oubliez pas de taguer Niel TV sur Instagram ou TikTok. Vous êtes prêts? Alors à 3. On crie bien fort, hein, avec toute l'énergie qui vous reste et surtout pour Fauzia, s'il vous plaît. Alors, 3. 1, 2, 3. Merci beaucoup, vous étiez super. Vraiment, merci à chacun de votre temps et c'était génial.